ordre d'un élément. Si G est le groupe engendré par l'élément A, et s'il est cyclique d'ordre n supérieur ou égal à 1, cardinal de ce groupe, eh bien n est appelé l'ordre de l'élément A. Donc l'ordre d'un élément A, c'est finalement le plus petit entier naturel P tel que A puissance P soit égal à E. Si G est cyclique d'ordre n, engendré par A, et si X est un élément de ce groupe, c'est-à-dire un A puissance K, on sait que X est cyclique d'ordre P diviseur de A. Eh bien, on a P égale N divisé par le PGCD de K et de N. Ou encore, N est égal à P fois le PGCD de K et de N. Démonstration. Puisque P, ordre de X, divise l'ordre de A, on a une relation N égale lambda P avec lambda appartenant à N. X puissance P est égal à E. Je remplace X par A puissance K. Ça fait A puissance K la puissance P. Donc A puissance KP égale E. Donc ça veut dire que N divise KP, puisque N c'est l'ordre de A. Lambda P, donc ça c'est N divise KP. Oui. N c'est lambda P. Donc lambda P divise KP. Donc lambda divise K. Mais lambda divise N. Donc lambda divise K et N. Donc le PGCD de K et N, qu'on va appeler D. Alors, justement, D c'est le PGCD de K et N. C'est-à-dire que K est égal à K'D, que N est égal à N'D, hein, c'est-à-dire que D divise K et N. Hein, et je sais que K' et N' sont premiers entre eux parce que, justement, D est le PGCD de K et N. Ça implique que N' et K' sont premiers entre eux. Alors, X n à la puissance N' est égal à A puissance K à la puissance N', ce qui fait A puissance, et là, je remplace K par K'D, donc K'D, N', d'accord? Mais Dn', ça fait N. Dn' c'est N, donc K'N. Donc ça fait A puissance N à la puissance K'. A puissance N, c'est E, hein, donc ça fait E à la puissance K', c'est-à-dire E. Donc x puissance n' égale E, ça veut dire que P, parce que P c'est l'ordre de x, c'est le plus petit K tel que, non nul, enfin strictement supérieur à 0, tel que x à la puissance P, K soit égal à E. Donc ça veut dire ici que P divise n'. Bon, de toute façon je n'avais même pas besoin de dire ça, à partir du moment où x puissance n' est égal à E, puisque l'ordre de x c'est P, on a P divise N', tout simplement. Voilà. Alors, P divise N'. Bon, bah, P divise N', ça va me faire que lambda P, ça implique que lambda P divise lambda N'. Mais lambda P c'est N. Donc ça veut dire que N divise lambda N'. Et N c'est N'D. Donc N'D divise lambda N'. Donc ça veut dire que D divise lambda. Mais ici, j'avais lambda qui divisait D. D divise lambda et lambda divise D, donc lambda égale D. Bon, lambda égale D. Alors, j'ai N qui est égal à lambda P. Du coup, il devient égal à D fois P. N égale D fois P, c'est-à-dire N est égal au PGCD, hein, c'est ça qu'on a, hein, N est égal à D fois P, c'est-à-dire le PGCD de N de K et N fois P. Voilà. Donc P est égal à N divisé par PGCD de K et N. Voilà. Ce qu'on a démontré, c'est que l'ordre de X et le PGCD de K et N sont tous les deux diviseurs de N et que P fois PGCD de K et N est égal à N. Tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique. Soit G, groupe cyclique d'ordre N, engendré par A, et H, un sous-groupe de G. Si H est égal à E, l'élément neutre de G, alors il est évident que H est cyclique.
Sinon, soit m le plus petit entier supérieur ou égal à 1, il en existe puisque h est différent de e, tel que a puissance m appartient à h. Donc m est entre 1 et n-1. Il ne peut pas être égal à 1 parce que... En fait, m il est entre 0 et n-1, puisqu'on a un groupe cyclique d'ordre n. D'accord? Mais il n'est pas égal à 0, puisque à ce moment-là, ça nous ferait... on a supposé que m était supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors, si on prend x égale a puissance k appartenant à h, et qu'on effectue la division euclidienne de k par m, on voit que a puissance k, c'est a puissance m à la puissance p, multiplié par a puissance r. Ça appartient à h, puisque a puissance m appartient à h, donc à la puissance p, il appartient à h. Et ça appartient à h aussi. Donc, a puissance r, qui est égal à ça fois l'inverse de ça, appartient à h. Donc, ça veut dire que puisque r doit être compris entre 0 et m, et que m est le plus petit tel que l'on est ça, ben ça veut dire que r doit être égal à 0. Donc, k est égal à pm. Et donc, x est égal à a puissance pm, c'est-à-dire a puissance m à la puissance p. Voilà. Donc, ça veut dire que si x appartient à h, il est de cette forme-là. Inversement, si on prend un élément de cette forme-là, ben, il va appartenir à h. Pourquoi? Parce que a puissance m appartient à h. Donc, à la puissance p, il appartient à h. Donc ça veut dire que h, car h est un groupe, donc j'ai dit, et puis que a puissance m appartient à h. Voilà. Donc je viens de démontrer quoi? Ben, je viens de démontrer donc que h est engendré par a puissance m, puisque les éléments de la forme a puissance m à la puissance p sont dans h, et que tout élément de h est de cette forme-là. Donc h est engendré par a puissance m, donc il est cyclique, et on a démontré. Deuxième proposition, G est un groupe, A appartient à G, si H est de cette forme-là, alors attention, avec N appartenant à N. Et si ça, si cet ensemble plutôt, est un sous-groupe de G, alors H est cyclique. Démonstration. On prend, on considère l'ensemble engendré par A, c'est donc un sous-groupe de G. H est on suppose que H c'est un sous-groupe de G, mais ça fait de lui un groupe. Mais un groupe qui évidemment est inclus dans A, donc un sous-groupe de A. Inclus dans A parce que les éléments sont de la forme A puissance n. Donc H est un sous-groupe de A. Si A est infini, alors on sait que ça ne peut pas être un sous-groupe de A. Donc comme c'est un sous-groupe de A, ça veut dire que A est fini. D'accord? A est fini. Alors A est fini, donc H. Alors H, c'est un sous-groupe de A et A est fini. Donc ça veut dire que, ah oui, alors ça veut dire que puisque A est fini, il est cyclique. D'accord? A est cyclique. Mais H, qui est donc à ce moment-là un sous-groupe d'un groupe cyclique, est cyclique. En effet, H, on a dit que c'était un sous-groupe de A. Je viens d'expliquer que A est fini, donc il est cyclique, puisqu'il est engendré par A. Comme H est un sous-groupe de A, H est cyclique. Sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique. Voilà. Dernière remarque, importante d'ailleurs, si G est un groupe fini d'ordre, alors l'ordre d'un groupe c'est son cardinal, P, où P est un nombre premier, alors G est cyclique, donc abélien. Démonstration.
Alors, puisque son cardinal c'est un nombre premier, il est supérieur ou égal à 2, donc G est différent de E. D'accord? Soit A différent de E dans G. Le groupe engendré par A est fini. Il est fini, donc il est cyclique. Cyclique d'un ordre M qui divise P, puisque P c'est l'ordre du groupe G, et que A est un sous-groupe du groupe G. Donc M divise P, mais P est premier, donc M égale 1 ou P. Alors, si M... Alors, forcément, M égale P. Pourquoi? Parce que M n'est pas égal à 1, vu que dans ce groupe-là, il y a A puissance 0 qui fait E, et il y a A puissance 1 qui fait A, et A est différent de E. Donc l'ordre de ce groupe, c'est au moins 2. D'accord? Donc ça ne peut pas être 1. Donc ça veut dire que l'ordre du groupe, donc ça veut dire que M est égal à P, puisque M était égal à 1 ou P. M égale à P, ça veut dire que ce groupe-là, qui est inclus dans le groupe G, a le même cardinal que le groupe G. Hein? G est un groupe fini, A est un groupe fini, ils ont le même, il y en a un qui est dans l'autre, ils ont le même cardinal, donc ils sont confondus. Donc G est égal à A, donc ça veut bien dire que G est cyclique, et évidemment, comme tout groupe cyclique qui se respecte, eh bien, il est abélien, c'est-à-dire commutatif. Remarque, on a vu que si G est un groupe fini d'ordre n et que cet ordre est premier, alors il est cyclique. La réciproque est fausse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe cyclique, donc fini, mais dont l'ordre n'est pas premier. Exemple, z sur 5z privé de la classe de 0 et avec comme loi interne la multiplication. Donc ces éléments, c'est classe de 1, de 2, de 3 et de 4. Donc son cardinal c'est 4. On va voir qu'il est cyclique engendré par l'élément classe de 2. Bon, classe de 2 à la puissance 1, ça fait classe de 2. Classe de 2 à la puissance 2, ça fait classe de 4, c'est-à-dire classe de moins 1. Classe de 2 à la puissance 3, ça fait classe de 8, c'est-à-dire classe de 3. Et classe de 2 à la puissance 4, ça fait classe de 16, c'est-à-dire 1. J'obtiens bien tous les éléments du groupe avec 2. Et donc 2 engendre ce groupe. Voilà. Et son ordre n'est pas premier puisqu'il est cyclique d'ordre 4. Bon, deuxième remarque, il existe des groupes finis qui ne sont pas cycliques. Alors évidemment, leur ordre ne peut pas être premier. Exemple, G égale Z de Z sur 2Z affecté de l'addition, croix Z sur 2Z, toujours avec l'addition. Donc c'est un groupe additif, ça. Hein. A,B plus A'B' est égal à A plus A'B plus B'. Il est fini d'ordre 4 parce que là il y a deux éléments, là il y en a deux, donc 2 fois 2, 4. Il n'est pas cyclique, alors voyons pourquoi. On prend, alors évidemment c'est pas 0, 0 qui va engendrer. Donc on va prendre 0, 1, 0, 1 plus 0, 1 ça fait 0, 1 plus 1 qui fait 0. 1, 0 plus 1, 0, bah, ça fait 2,0, mais 2 c'est 0. Et 1,1 plus 1,1, ça fait 2, 2, c'est-à-dire 0, 0. Donc en fait, à chaque fois qu'on prend un élément x de ce groupe, x plus x fait 0. D'accord? Donc il n'y a pas d'élément qui engendre le groupe, il n'est pas cyclique. Et donc il n'est pas isomorphe à z sur 4z, en vertu de ce qu'on va voir tout de suite et qui est évident. Il n'est pas isomorphe au groupe z sur 4z+. Parce que, rappel, hein, quand un groupe est cyclique d'ordre n, il est isomorphe à z sur nz+. Donc dernière propriété, si on a un groupe G cyclique engendré par un élément A, donc d'ordre n supérieur ou égal à 1, alors, et un isomorphisme de groupe, donc vers un groupe H, alors H est cyclique engendré par f de A. En effet, puisque f est un isomorphisme, H est égal à f de G, et donc, donc il va être fini d'ordre, le même ordre que G, c'est-à-dire d'ordre n, qui est l'ordre de l'élément qui génère G.
Et puis H, ben, c'est l'ensemble des f de x, x appartenant à G, mais comme les x, c'est des a puissance k, c'est l'ensemble des f de a puissance k, quand k décrit est entre 0 et n. Alors, comme f est un morphisme, on obtient des f de a à la puissance k comme ça, d'accord? Et puis pour k compris entre 0 et n, et ici c'est l'image des a, les a puissance k sont 2 à 2 disjoints. Comme f est un isomorphisme, les f de a puissance k, c'est-à-dire ces éléments-là, sont aussi 2 à 2 disjoints, bien sûr. Donc voilà, bah on obtient tout de suite donc, des éléments n-1 éléments qui sont 2 à 2 disjoints, qui sont des f de a puissance k. Et donc on a bien le groupe qui est engendré par f de a. Hein. D'ailleurs c'est évident que f de a à la puissance n, hein, il va être égal à f de a puissance n, il est égal à f de l'élément neutre de G et qui va faire l'élément neutre évidemment de H. Donc H, il est bien cyclique d'ordre n. Propriété, soit G est un groupe cyclique d'ordre n engendré par un élément A, alors si X appartient à G, c'est-à-dire X est de la forme A puissance P, eh bien, il sera générateur de G si et seulement si N et P sont premiers entre eux. Démonstration. L'ordre de X, ça c'est une propriété qu'on a déjà démontrée, c'est Q égale N sur PGCD de N et P, parce que le PGCD de N et P divise N. Donc dire que Q a pour ordre N, ça équivaut à dire que N égale N sur le PGCD de N et P. Donc ça équivaut à dire que N et P, PGCD est égal à 1, N et P sont premiers entre eux, de le résultat. Propriété, si G, groupe cyclique d'ordre P engendré par A, premier, P, avec P premier, alors G a exactement P-1 générateurs, qui sont les A puissance K, K compris entre 1 et P-1, ben ça c'est évident, on sait que G a P éléments, qui sont les A puissance K, K compris entre 0 et P-1. Pour qu'ils soient générateurs, il faut que K et P soient premiers entre eux. Eh bien, parmi les K entre 0 et N-1, il faut supprimer 0. Hein. Il n'y a que K différents de 0 il n'y a que les K différents de 0 qui conviennent, c'est-à-dire K égale 1, 2, jusqu'à P-1. Ceux-là, ils sont bien premiers avec P, parce que P est un nombre premier. Propriété, dans Z sur NZ plus, N supérieur à 1, sinon ça n'a aucun intérêt, les générateurs sont les classes de K, où K est entre 1 et N-1, et K est premier avec N. Bon, ça c'est exactement la traduction de tout ça, parce que ce groupe-là, il est engendré par 1. Et donc, effectivement, c'est un groupe monogène engendré par 1. Et donc, les 1 puissance K, là, c'est classe de K, c'est 1 plus 1 plus 1 K fois. Donc, il faut que les générateurs sont donc les classes de K avec K compris entre 1 et N-1 et K premier avec N. Parce que dans cet ensemble-là, évidemment, cet ensemble-là, il est égal à classe de 0, classe de 1, le générateur, classe de 2 jusqu'à classe de N-1. Ensuite, eh bien, si N est premier, évidemment, si N est premier, ici, eh bien, les générateurs vont être les classes de K, K compris entre 1 et N-1, on est exactement dans ce cas-là, hein, parce que dans ce cas-là, K et N sont premiers entre eux. Donc un petit exemple pour résumer tout ça, si je prends Z sur 6Z, 6 n'est pas premier, je cherche
les classes de K avec K premier, K entre 1 et 6, premier avec 6, je vais avoir 1 et 5. Classe de 1, classe de 5. Classe de 1, c'est évident. Bon, si je fais classe de 5, je vois bien hein, qu'avec classe de 5, je forme tous les éléments. 5, alors 5 à la puissance 2, ben, c'est 5 plus 5 ici. Hein. Ça fait 10. La classe de 10, ça fait la classe de 4. Hein. 4 plus 5, ça fait 9. La classe de 9, c'est la classe de 3. 3 plus 6, ça fait 3 plus 5, ça fait 8. 8 par rapport à 6, c'est la classe de 2. D'accord ? Et puis 2 plus 5, ça fait 7. Et 7 par rapport à 6, c'est la classe de 1. Voilà. Et donc, 1, 5, 6, c'est la classe de 0. Et là, j'ai obtenu effectivement Z sur 6Z. Bon, et les autres, qu'est-ce que ça donne? Classe de 0, c'est ça, c'est 0. La classe de 2, 2, 4, 6 qui fait 0. Il y a 3 éléments, c'est pas étonnant, elle est d'ordre 3, parce que le PGCD de 6 et de 2, c'est 3. 6 divisé par... non, le PGCD, oui, de 6 et de 2, c'est 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. La classe de 3, c'est 3 et 3, 6 qui fait 0, donc c'est d'ordre 2. Pas étonnant parce que le PGCD de 6 et de 3, c'est 3. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Enfin, la classe de 4, 4 et 4, 8. 8, c'est pareil que 2. 2 et 4, 6, c'est pareil que 0. Et dans 3, c'est normal parce que le PGCD de 4 et de 6, c'est 2. Et donc, 6 divisé par 2, ça fait 3. Z sur 5Z, lui, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, dernière propriété, mais ô combien importante, si G est un groupe fini d'ordre n supérieur ou égal à 1, et bien alors, pour tout x appartenant à G, x puissance n sera égal à E. X exposant le cardinal de G, G est un groupe fini quelconque, pas forcément cyclique. Eh bien, ça fait E. Et évidemment, le groupe cyclique engendré, le groupe engendré par X est cyclique d'ordre P qui divise N. On va d'ailleurs commencer par ça dans la démonstration. On va dire qu'on a affaire à un groupe monogène qui est dans un groupe fini, donc ça va être un groupe monogène fini, donc cyclique d'ordre P. Cet ordre P divise, l'ordre P du groupe cyclique, c'est le cardinal du groupe cyclique. Hein. Il va diviser le cardinal de N, bien sûr, hein, c'est-à-dire du groupe G. Et donc, N est égal à Kp. Et donc, quand je fais x puissance N, bien, ça me fait x à la puissance Kp, c'est-à-dire x puissance P à la puissance K. Sauf que x puissance P, ça fait E parce que l'élément x est d'ordre P. Donc, ça me fait E à la puissance K, qui fait E. Et on a donc tout démontré. Ce qui est important de retenir, c'est que dans un groupe fini, quand on prend un élément x quelconque, eh bien, x à la puissance n est égal à E, où n est l'ordre du groupe. Propriété. Soit G, un groupe cyclique d'ordre n engendré par l'élément A, alors pour tout diviseur P de n, il existe un unique sous-groupe de G ayant pour ordre P. Démonstration. Comme P est un diviseur de n, on peut écrire n égale P fois Q et considérer x égale A puissance Q. Et H, le sous-groupe engendré par x. X puissance P est égal à A puissance Q à la puissance P, c'est-à-dire A puissance PQ, c'est-à-dire A puissance n qui fait E. Et on remarque que si K est un entier naturel compris entre 1 et P strictement, alors KQ est inférieur à PQ qui vaut N, donc A puissance KQ est forcément différent de E, puisque N est le plus petit entier supérieur ou égal à 1, tel que l'on est A puissance K est égal à E. Donc celui-là n'est pas égal à E puisque KQ est inférieur à N. Donc
x à la puissance k est différent de e, parce que ça, c'est exactement x à la puissance k. D'accord? X puissance k est différent de e, donc p, pour tout cas, comme ça, donc p est bien le plus petit k, tel que x puissance k est égal à e, puisqu'on a vu que x puissance p est égal à e, et avant, c'est pas égal à e. Donc H est bien un groupe cyclique d'ordre P. Alors maintenant, soit K un sous-groupe de G d'ordre P. Donc G est cyclique, donc K va être cyclique, donc d'ordre P. Et donc il est engendré par un élément Y. Et comme Y appartient à G, Y est un A puissance alpha. Alpha supérieur ou égal à 1. Alors, A puissance alpha P est égal à E, puisque c'est un groupe d'ordre P. Donc A plus Y puissance alpha est égal à A puissance alpha P est égal à E. Donc ça veut dire que N divise alpha P. Et donc, puisque N est égal à PQ, PQ divise alpha P. Et donc, en simplifiant, ça veut dire que Q divise alpha. Alors, Y, lui, il est égal à A puissance alpha. Donc, comme Q divise alpha, c'est-à-dire que alpha est un multiple de Q, donc A puissance alpha, c'est A puissance Q à la puissance quelque chose. Donc, il appartient au groupe engendré par A puissance Q, c'est-à-dire au groupe engendré par X, c'est-à-dire AH. D'accord? Donc, Y appartient à H, ça veut dire que toutes les puissances de Y, tous les Y à la puissance M, vont appartenir à H. Et donc, ça veut dire que le sous-espace engendré par Y est contenu dans H. Mais le sous-espace engendré par Y, c'est K. Donc K est inclus dans H. Mais K est un sous-groupe d'ordre P, comme H, qui était aussi d'ordre P. On l'a démontré ici. H est d'ordre P, d'accord? Et puis l'autre est aussi... K est aussi un sous-groupe d'ordre P. Donc, K est inclus dans H, mais ils ont le même cardinal. Donc, ils sont égaux. D'accord? Donc, en fait, on voit que tout sous-groupe d'ordre P, d'accord, eh bien, est forcément égal à H. Ça veut dire que H est le seul sous-groupe d'ordre P, et c'est gagné. Conséquence, le nombre de sous-groupes d'un groupe cycliste d'ordre N est égal au nombre de diviseurs de N, puisqu'on voit que pour chaque diviseur de N, il y a exactement un sous-groupe d'ordre le diviseur de N. Donc, par exemple, si je prends 6 sur Z sur 6Z, quels sont les diviseurs de Z, de 6? Il y a 1, 2, 3 et 6. Ça fait 4 sous-groupes. Vérification. Et alors, il faut prendre les classes de K où K divise 6. Donc, on va prendre 1. Alors lui, c'est carrément, c'est l'espace engendré par 1, donc c'est Z sur 6Z, la classe de 1. La classe de 2, ben, elle va avoir 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 6 qui fait 0, donc c'est ce groupe-là. Et puis la classe donc d'ordre 3, là d'ordre 6. La classe, le sous-groupe engendré par 3, qui est en fait 3 plus 3, 6, ça fait 3, 0, c'est un sous-groupe d'ordre 2. Et puis celle qui est engendrée par 6, alors 6 c'est 0, donc bon, bah, c'est juste l'ensemble 0, c'est l'élément neutre. Et voilà. Propriété, soit G un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2. Alors G est abélien, et si G est fini,
alors l'ordre de G, c'est-à-dire son cardinal, est de la forme 2 puissance m, puissance 2. Démonstration. Alors, il faut d'abord démontrer la commutativité. Donc, comme tous les éléments sont d'ordre 2, on a x truc x qui est égal à e. J'appelle truc la loi interne. Donc, je compose par y des deux côtés, comme e truc y fait y, ça fait ça. Et puis ensuite, je remets un y côté gauche, donc ça fera y truc y égale e, puisque tous les éléments sont d'ordre 2. Puis ensuite, j'utilise l'associativité, donc y truc x truc y. Et donc, après, ça va me faire y truc x truc y. Et tout ça, ça doit faire. Bon, mais je peux du coup composer par y truc x de chaque côté. Ça fera y truc x truc y truc x truc y, parce que j'utilise encore l'associativité. Et de l'autre côté, ça fera évidemment y truc x. Comme ça, ça fait e, puisque c'est le même élément, et que tous les éléments sont d'ordre 2. J'obtiens que x truc y est égal à y truc x, quel que soit x, y, et donc le groupe est abélien. Alors, la suite de la démonstration est un petit peu particulière dans le cas où G est un groupe fini. On unit G d'une structure de K espace. En fait, ça d'ailleurs, il n'y a pas besoin que G soit fini pour le faire. On l'unit d'une structure de K espace en prenant K égale Z sur 2Z. Z sur 2Z, c'est qui est un corps, hein, puisque 2 est un nombre premier, donc Z sur 2Z plus multiplié est un corps. Alors, en posant que lambda x est égal à E si lambda est égal à la classe de 0, parce que c'est des classes, hein, les éléments, et qu'il est égal à x, évidemment, si la classe, si le lambda vaut 1, parce qu'à ce moment-là, on sait que c'est vrai pour tous les corps. Hein. 1 fois vecteur u, ça fait vecteur u. Voilà. Donc à partir de ça, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, hein, vu que lambda c'est soit 0, soit 1. Il nous faut démontrer que lambda plus mu x est égal à lambda x plus mu x. Donc on examine tous les cas pour lambda et mu. D'accord? On regarde lambda plus mu, là ça fait 0, 1, 1, 1 plus 1, 0. Lambda plus mu, donc 0x, ben, ça fait E. 1x ça fait x, 1x ça fait x, et 0x ça fait E. Là, on a 0x ça fait E, 0x ça fait E, 1x, 1x. Et là, on a 0x, 1x, 0x, 1x. Et là, on additionne E plus E, E truc E ça fait E truc x ça fait x truc E ça fait x, et x truc x, vu que tous les éléments sont d'ordre 2, ça fait E. Et on trouve le même résultat. Là, on fait la même chose, mais avec lambda facteur de x truc y. Là, j'ai mis plus, mais c'est truc, hein, peu importe. Et donc, là, il n'y a que deux cas, 0, 1. Donc, on va obtenir soit E, soit x truc y. Là, soit E, soit E ou x, ou E ou y. Et donc, quand on additionne E plus E et x truc y, on trouve la même chose. Et là, on fait la même chose, je vais pas le faire, pour démontrer que lambda mu x est égal à lambda mu x. Et enfin, il nous faut prouver que lambda E fait E. Eh bien oui, parce que 0, 0E, ben, ça fait E, et un E, évidemment, ça fait E. Donc on en déduit que G est un K espace vectoriel, mais K est fini d'ordre 2. Donc G va être aussi fini. Et G a donc une base finie. Alors il a une base finie de cardinal M. D'accord? Et donc il a une base finie de cardinal M. Et donc on va pouvoir écrire tous les éléments de G dans cette base de cardinal M
Hein, donc on imagine il y a m coordonnées, et puis à chaque fois, eh bien, les lambda possibles sont 0 ou 1. D'accord? 0 ou 1. Donc, en fait, il va y avoir 2 puissance m possibilités de coordonnées 2 à 2 distinctes, et donc 2 puissance m, ça va être le cardinal de G, et la propriété est démontrée. Soit G est un groupe commutatif, on suppose qu'il existe X appartenant à G d'ordre P, Y appartenant à G d'ordre Q, tel que P et Q soient premiers entre eux. Alors XY est d'ordre PQ. Démonstration. Eh bien, XY à la puissance PQ peut s'écrire X à la puissance PQ multiplié par Y à la puissance PQ. Ça, c'est grâce à la commutativité, hein, parce que XY à la puissance n, il faudrait l'écrire XY fois XY fois XY, mais la commutativité va permettre de rassembler tous les X et rassembler tous les Y. Donc on aura les X à la puissance PQ qui peuvent s'écrire comme ça, les Y à la puissance PQ qui peuvent s'écrire comme ça, et comme X puissance P est égal à E, et Y puissance Q est égal à E, ça nous fait E fois E égale E. L'ordre M de XY divise donc PQ, puisque XY à la puissance PQ est égal à E. Soit D un nombre premier, alpha supérieur ou égal à 1. Si D puissance alpha divise PQ, alors comme P et Q sont premiers entre eux, soit D puissance alpha divise P, soit D puissance alpha divise Q. D'accord? Donc on peut imaginer que D puissance alpha, c'est un élément de la décomposition en produit de facteur premier de M, et donc en fait dans la décomposition en produit de facteur premier de M, on va avoir des éléments qui de cette forme-là qui divisent P, d'accord, et puis des éléments de cette forme-là qui divisent que Q. Donc on rassemble tous ceux qui divisent P et tous ceux qui divisent Q, on obtient P' pour tous ceux qui divisent P, Q' pour tous ceux qui divisent Q, et évidemment P' divise P, Q' divise Q, et surtout P' et Q' sont premiers entre eux. Bon, donc on a P, puisque P' divise P, hein, P égale UP', Q égale V, Q'. Considérons XY à la puissance M. On sait qu'il est égal à E. Donc XY à la puissance MU, ça va faire E puissance U, ça va faire E, et quand je remplace M par P', Q', ça fait donc XY puissance P', Q', qui est égal à E. Mais P', c'est P. Donc ça fait XY à la puissance P, Q', qui est égal à E. Donc, et là je refais ce que j'ai fait ici, X à la puissance P à la puissance Q', Y à la puissance Q', P, qui est égal à E. Mais ça fait E puissance Q', ça fait E. Donc ça me fait Y à la puissance Q', P, qui est égal à E. Donc ça veut dire que puisque Y était d'ordre Q, ça veut dire que Q divise Q', Alors Q c'est Q', donc Q', divise Q', ça implique que V divise P. V divise P, mais V divise P, V divise P, mais V divise Q, ici. Et P et Q sont premiers entre eux. Donc, V est égal à 1. C'est un nombre qui divise à la fois P et il divise leur PGCD, qui vaut 1. Donc, il est égal à 1V. Et si V est égal à 1, ça fait que Q est égal à Q'. Voilà. De même, on a U qui est égal à 1 et P qui est égal à P'. Donc, finalement, M qui était égal à P', Q' va être égal à PQ. Ce qui veut dire que XY qui était d'ordre M, il est d'ordre PQ, et c'est exactement ce que l'on voulait. Voilà. Alors on peut étendre ce résultat à n nombres, et ça donne la chose suivante. Si G est commutatif et que les AI, I entre 1 et P, sont d'ordre QI avec les QI premiers 2 à 2, alors
A égale produit des AI est d'ordre le produit des ordres des AI, c'est-à-dire des QI. Alors la propriété est vraie pour un nombre, ben ça c'est évident, il n'y a rien à dire. Pour 2, ben c'est ce qu'on vient de voir. Supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n, et considérons, alors en fait c'est qu'elle soit vraie à l'ordre p plutôt. Hein. Et considérons là, considérons p plus 1 AI avec des QI qui correspondent. Donc on écrit B égale pi de produit de 1 à P des AI. Alors ça, par l'hypothèse de récurrence, on sait que c'est d'ordre Q égale le produit de 1 à P des QI. D'accord? Et comme B est d'ordre Q, que AP plus 1 est d'ordre Q plus 1, et que Q est premier avec les Q plus 1, alors c'est normal parce que Q c'est le produit des QI, et chacun des QI est premier avec Q plus 1, donc Q va être premier avec Q plus 1. D'accord? Et bien du coup, qu'est-ce qu'on applique la propriété qu'on a démontrée précédemment. B AP plus 1 va être d'ordre Q plus 1. D'accord? Et donc ça fait, je remplace B par ça fait le produit des AI de 1 à P plus 1, qui est d'ordre, et là je remplace Q par ça, produit de 1 à P plus 1, parce que à Q plus 1, des QI, à P plus 1 des QI, et donc ça donne que la propriété est vraie à l'ordre P plus 1, d'accord, P plus 1, et donc le théorème de récurrence permet de dire qu'elle est toujours vrai pour P nombre quelconque, et donc c'est gagné. On regarde maintenant le monoïde Z sur NZ multiplié. Alors, cette multiplication, donc, c'est une loi interne qu'on définit sur Z sur NZ, de la même façon qu'on a défini l'addition sur Z sur NZ. Donc, si U et V sont deux éléments de Z sur NZ, c'est-à-dire des classes d'équivalence, hein, qui ont des représentants XY, eh bien U fois V est égal à la classe de XY. Alors, il faut évidemment s'assurer que ce résultat ne dépend pas du représentant X, du représentant Y qu'on a pris pour U et V. Alors on va le faire tout de suite. Hein. Si on prend les deux mêmes représentants pour U, deux représentants pardon, pour U et deux représentants pour V, N divise X moins X' et Y moins Y', et on écrit XY moins X', Y', qui est égal à X facteur de Y moins Y', plus Y' facteur de X moins X'. Et comme N divise ça et ça, il divise ça. Ce qui veut dire que, puisque N divise ça, ça veut dire que XY, classe de XY, est égale à classe de X', Y'. Et donc on voit que ça ne dépend pas du représentant. Il y a un élément neutre, c'est la classe de 1, parce que classe de 1 fois classe de X, c'est classe de 1X, c'est-à-dire classe de X. Et c'est pareil pour X, classe de X fois classe de 1. Associativité, elle est évidente. Hein. X multiplié par Y fois Z, c'est X fois classe de YZ, donc classe de XYZ avec une parenthèse autour de YZ que je déplace autour de XY, associativité dans Z, ce qui me fait classe de XY fois classe de Z. Et donc, classe de X fois classe de Y fois classe de Z. La commutativité, c'est pareil, hein, c'est parce que classe de X fois classe de Y égale classe de XY, donc classe de YX, donc classe de Y, classe de X. Et enfin, donc, alors, loi interne, élément neutre, associativité, ça donne le monoïde. Ce monoïde-là, il est commutatif parce que la loi interne est commutative. 0, classe de 0 n'est pas inversible. Parce que 0 fois classe de x est toujours égal à classe de 0x, c'est-à-dire à classe de 0, donc jamais 1. Donc c'est pas un 0 n'est pas inversible. Alors, d'ailleurs, si on prend z sur 4z, par exemple, multiplié, on peut très bien obtenir 0 en multipliant sans que l'un des deux soit nul. Parce que là, évidemment, on peut me rétorquer que 0 était nul. Classe de 2 fois classe de 2, ça fait classe de 4, ça fait 0. D'accord? Donc,
En fait, je peux même pas, parce que la première idée, ça serait de dire, bon, bah, on va enlever le 0, comme ça on sera tranquille. On aura peut-être un groupe. Ben non, parce que là, par exemple, même si j'enlève le 0, en multipliant, j'obtiens 0. Donc j'aurai pas une loi interne, c'est encore pire. D'accord? Donc je laisse pour le moment le 0. Mais l'ensemble des éléments inversibles de z sur nz multipliés, ça, l'ensemble des éléments inversibles d'un monoïde, je sais que c'est toujours un groupe. Donc oui, c'est un groupe. Si n est supérieur ou égal à 2, dire que x est inversible dans z sur nz multiplié, ça équivaut à dire que n et x sont premiers entre eux. En effet, si x est inversible, équivaut à dire qu'il existe u appartenant à z, tel que classe de x, classe de u est égale à classe de 1. Ce qui équivaut à dire qu'il existe v aussi appartenant à z, tel que xu est égal à 1 plus vn. C'est les congruences. Xu est congru à 1 modulo n. Équivaut à dire qu'il existe u et v appartenant à z, tel que, et je mets vn de l'autre côté, xu moins vn égale 1. Et là, je reconnais l'identité de Bezout qui me dit que ça équivaut à dire que x et n sont premiers entre eux. Donc, dans z sur nz, z sur nz, on sait que c'est classe de 0, classe de 1 jusqu'à classe de n-1. D'accord? Bien, les éléments inversibles, ça va être les classes de x, où x est un entier naturel entre 0 et puis n-1, et n et x premiers entre eux. Voilà. Donc en fait, il y en a phi de n. Voilà. Phi de n, phi c'est la caractéristique de l'air qui donne le nombre d'éléments premiers avec n entre 0 et n. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si n est premier, si n est premier, à ce moment-là, quel que soit k allant de 1 jusqu'à n-1, k et n sont premiers entre eux. Autrement dit, toutes les classes de k pour k allant de 1 à n-1 vont être inversibles. Donc l'ensemble des inversibles de z sur nz multiplié, ça va être justement z sur nz privé de 0. D'accord? Donc là, dans ce cas, effectivement, z sur nz privé de 0 multiplié est donc un groupe, puisque l'ensemble des éléments inversibles est un groupe. D'accord? Donc là, on est sûr, dans ce cas-là, quand n est premier, qu'en multipliant deux éléments, on ne risque pas de trouver 0. Alors, par exemple, prenons z sur 3z, par exemple, puisque z sur 3 est premier. Donc, si je le prive de 0, étoile, ça va faire 1. Ouais, alors c'est peut-être pas assez, ça, on va prendre 5. 1, 2, 3 et 4. Bon, ils ont tous un inverse. Bon, classe de 1, c'est lui, son propre inverse. Classe de 2, c'est classe de 2 fois classe de 3, ça fait 1. Donc ils sont inverses l'un de l'autre. Et classe de 4, c'est pareil que classe de moins 1 en fait. Donc c'est classe de 4 fois classe de 4, c'est son propre inverse. D'accord? Après, si je regarde bien, évidemment que comme chacun a un inverse, donc j'ai bien un groupe, et puis quand je les multiplie, ça peut pas faire 0, évidemment. C'est comme dans tous les groupes. Donc voilà, ça peut pas faire 0. Bon, je le verrai avec 1, c'est évident. 2 fois 3, 6, ça fait classe de 1. 3 fois 4, 12, ça fait classe de 2. Et 2 fois 4, 8, ça fait classe de 3. J'obtiens évidemment jamais 0. Z étoile sur 5Z multiplié, c'est ce groupe-là qui est évidemment à un élément de moins. Donc il a 4 éléments. Remarque, Z sur NZ avec les deux opérations plus et multiplié est un anneau commutatif pour n supérieur ou égal à 2. En effet, Z sur NZ plus c'est déjà un groupe commutatif et on a vu que Z sur NZ multiplié avait un élément neutre qui était commutatif et que l'opération multipliée était commutative et associative. Il faut juste donc vérifier la distributivité et encore que dans un sens puisque c'est commutatif. Donc il faut vérifier ça. Alors classe de A multipliée par classe de B plus classe de C, classe de B plus classe de C, c'est classe de B plus C. Donc ça nous fait classe de A facteur de B plus C. On applique la distributivité dans Z, donc ça fait AB plus AC, donc ça fait classe de AB plus classe de AC.
Et ça, on sait que c'est classe de A fois classe de B, plus classe de A fois classe de C, et donc c'est terminé. Si n est supérieur, est un entier supérieur ou égal à 2, eh bien l'anneau z sur nz plus multiplié est un corps si et seulement si n est un nombre premier. Démonstration. Bien, si n est premier, on vient de voir que z sur nz étoile multiplié est un groupe. Donc z sur nz plus multiplié est un corps. Et comme l'anneau était commutatif, c'est un corps commutatif. Et puis, si n n'est pas premier, si n n'est pas premier, il est le produit de deux entiers naturels qui sont compris strictement entre 1 et n. Et quand on fait classe de A fois classe de B, ça fait classe de AB, c'est-à-dire classe de n, c'est-à-dire 0. Donc, on a le produit de deux classes qui ne sont pas nulles, parce que classe de A est différente de 0, vu que A est inférieur à n, et classe de B aussi. Et donc, on a le produit de deux éléments non nuls qui est égal à 0, donc c'est pas un groupe, et donc comme c'est pas un groupe, eh bien z sur nz plus multiplié n'est pas un corps, donc on a bien ce résultat. Propriété, le groupe multiplicatif d'un corps commutatif fini est cyclique. Alors ce corps on va l'appeler K, et le groupe multiplicatif, c'est K étoile, c'est-à-dire K privé de 0. D'accord? Donc comme K est fini, lui aussi il est fini, et je vais appeler N son cardinal. Donc ici, en fait, comme c'est un corps commutatif, K étoile affecté de la multiplication est un groupe. Alors, pour D supérieur ou égal à 1, diviseur de N, je note gamma D l'ensemble des X appartenant à K étoile d'ordre D. Si gamma D est différent du vide, alors il existe X différent de 0 d'ordre D. Et on a ici le groupe engendré par X qui est égal à 1, X, etc. jusqu'à X puissance D moins 1. Donc ça commence à X puissance 0, X puissance 1 jusqu'à X puissance D moins 1. Donc ça fait exactement des éléments qui sont distincts de A2 parce que la définition de l'ordre, c'est qu'on ne peut pas avoir X puissance K qui serait égal à 1 avant l'ordre D. Donc ici, on a des éléments qui sont distincts de A2. Tous solutions évidemment de X puissance D est égale à 1, équation de K. Pourquoi? Parce que quand on a un groupe d'ordre n, un groupe fini d'ordre n, eh bien X puissance n est égal à 1. Quel que soit X appartenant à ce groupe, c'est en particulier vrai pour les groupes cycliques. Donc voilà, ils vérifient tous ça. En même temps, cette équation-là, elle a au plus des solutions, parce qu'on a affaire à un corps commutatif. Donc ici, dans cet élément, dans ce groupe engendré par X, eh bien on a exactement toutes les solutions de cette équation. Donc en fait, tout élément qui est là-dedans vérifie ça. Et donc il y a inclusion de ça dans ça, et comme ici il y a des éléments et que là il y en a des au plus, eh bien il y a égalité. Donc maintenant si T appartient à gamma D, ça veut dire que T va être d'ordre D. Donc T puissance alpha va être égal à 1, donc va vérifier ça. Donc va être dans X. D'accord? Dans X qui est... Donc T appartient à X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gamma D, en fait, ce gamma D, il est inclus dans X. Voilà ce que ça signifie. Donc, tous les éléments d'ordre D sont là-dedans. Alors maintenant, je regarde là-dedans, combien il y a d'éléments d'ordre D? Ben, ça, je le sais. Il y en a exactement phi de D. Il faut bien comprendre que les éléments d'ordre D qui sont là-dedans, c'est aussi des éléments d'ordre D qui sont dans G égale K étoile, parce que c'est G, voilà, c'est K étoile. Donc en fait, le nombre d'éléments générateurs de X, donc qui est phi de D, c'est exactement le cardinal de gamma D. Voilà. Donc, cardinal de gamma D est égal à phi de D. Et maintenant, je dis que G est égal à l'union des gamma D pour D divisant N. Alors,
tout en disant bien que certains gamma D peuvent être vides. D'accord? Voilà, donc c'est une réunion disjointe, car, alors, d'abord, tout X appartenant à G admet un ordre, d'accord? Donc il va être là-dedans, dans un des gamma D, et puis d'autre part, cet ordre est unique. C'est-à-dire que si je prends D différentes D', il ne peut pas y avoir un élément X appartenant à gamma D intergamma D', sinon ça voudrait dire que X est d'ordre D et d'ordre D'. Alors la définition de l'ordre, c'est le plus petit n tel que x puissance n soit égal à 1. Donc ça n'est pas possible. Donc c'est une réunion disjointe, et donc je peux dire que le cardinal de G, qui est n, eh bien ce cardinal est égal à la somme des cardinaux des gamma D divisant n. Sauf que là-dedans, il y a des cardinaux qui sont égaux à 0. Enfin, il peut y en avoir qui sont égaux à 0. Et ceux qui ne sont pas égaux à 0, ils sont égaux à phi de D. Mais en même temps, une théorie sur phi de n, sur la caractéristique de l'air, c'est que le n est toujours égal à la somme pour D divisant n des phi de D. Et phi de D, c'est toujours, phi de D, c'est le nombre d'éléments K entre 1 et D qui sont premiers avec D. Eh bien, ce nombre d'éléments, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que quand gamma D est non vide, il y a phi de D, et là ça correspond bien au même phi de D qui est supérieur ou égal à 1. Mais quand gamma D est vide ici, on va trouver un 0 dans la somme. Alors que là, on n'aura jamais un 0. D'accord? Donc, pour avoir l'égalité, on a l'égalité si et seulement si les gamma D sont tous non vides. D'accord? Donc, quel que soit D, diviseur de n, gamma D différent du vide. Et en particulier, si je prends maintenant D égale n, gamma n est différent du vide. Donc, il existe X appartenant à G d'ordre n. Ce qui veut dire que G est un... Alors G c'est K étoile, c'est le groupe multiplicatif du corps. G est cyclique d'ordre n, ce qui démontre bien la propriété.